Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre présente les atouts de la Côte d'Ivoire à la rencontre des entrepreneurs francophones à Paris. Initié par le mouvement des entreprises françaises MEDEF, ce forum réunit entrepreneurs, représentants patronaux et personnalités institutionnelles des pays de la francophonie. Renforcement des capacités opérationnelles du corps préfectoral et des forces de sécurité ivoiriennes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise officielle de 32 véhicules et 300 motos en vue d'assurer une meilleure sécurité aux frontières terrestres. Les Émirats arabes unis vont abriter en 2025 les prochaines assises de l'Union postale universelle UPU, le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal qui se tient à Abidjan depuis le 9 août dernier. Il ne reste plus que 3 jours de travaux pour 256 résolutions à valider. Et puis l'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé ce mardi 24 août. Il a été emporté par le coronavirus alors qu'il était incarcéré à Dakar depuis 2016 après sa condamnation à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Bonsoir à tous, c'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons sur RTI 1. À Paris, la capitale française, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a présenté les atouts de son pays devant le mouvement des entrepreneurs français MEDEF lors de la rencontre des entrepreneurs francophones. C'est un forum qui réunit entrepreneurs, représentants patronaux et également personnalités institutionnelles des pays de la francophonie. Sephora Zegui et Sam Conan, nos envoyés spéciaux à Paris. L'Afrique n'est plus l'Afrique. L'Afrique a changé. Bien plus que tout ce que vous pourrez jamais imaginer, et bien plus que ce que peuvent vous montrer des fenêtres médiatiques trop souvent concentrées sur des aléas conjoncturels. Il faut savoir aller au-delà de ce prisme réducteur pour voir cette Afrique nouvelle. Oui, l'Afrique progresse, l'Afrique s'urbanise, l'Afrique se forme, entreprend et s'enrichit. L'Afrique se digitalise et s'industrialise. L'Afrique s'affirme et prend conscience de son potentiel immense comme de ses défis extraordinaires. Elle acquiert une fierté commune, celle d'une terre de civilisation qui a faim de conquêtes positives. L'Afrique, qui sera demain le cœur et le poumon du monde francophone, constitue ainsi un vivier extraordinaire de croissance. C'est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Ce sera aussi, par la jeunesse de sa population, un foyer précieux de compétences, mais également un réservoir unique de matières premières qui devront demain être mieux intégrées dans les chaînes de valeur mondiales. Enfin, via l'amélioration des revenus de nos populations, un marché immense de consommateurs aux habitudes culturelles voisines se développera, sur lequel les opérateurs du monde francophone auront un avantage comparatif indéniable. De ce type de rencontre, la coopération Sud-Sud occupe aussi une place importante sur ce chemin que les pays africains empruntent pour accéder au développement. Dans cette logique, une PME burkinabé spécialisée dans les études et réalisations dans le domaine de l'électricité et dans les travaux publics entend s'intégrer dans le tissu économique ivoirien. Cet investissement d'hommes d'affaires burkinabé en Côte d'Ivoire est le fruit de la coopération Sud-Sud et de la diplomatie économique menée par ces pays. Dangui. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso continue de porter des fruits. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a procédé ce lundi à l'inauguration de l'entreprise Ivoire Electro INC. Une entreprise installée par des investisseurs burkinabés et spécialisée entre autres dans l'étude et la réalisation de travaux publics et de l'import-export. Il s'agit d'une entreprise moyenne, mais avec fonds burkinabés installés en Côte d'Ivoire et qui agit déjà au Libéria et au Burkina Faso. Et donc, il s'agit d'un outil d'intégration tel que prôné par
les différents tests de la CEDEAO. C'est un investissement estimé à environ 60 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud et de la diplomatie économique menée par le gouvernement, selon le ministre. Les anciennes gloires du football ivoirien sont allées à la rencontre du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. En plus de présenter officiellement leur association, ces anciens footballeurs qui ont fait vivre à la Côte d'Ivoire des moments inoubliables entendent bien continuer de faire bénéficier le pays de leur expertise reconnue. Sidonie Davila. Créée depuis 2012, la MAFSI, mutuelle des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, œuvre pour le bien-être de ses membres. Elle œuvre également pour des actions de portée sociale. Ces derniers, qui ont fait les beaux jours du football ivoirien, souhaitent un accompagnement pour l'atteinte de leurs objectifs. Il y a 4 ans, sans hésiter, vous avez dit oui. Et nous avons fait un gala exceptionnel. Sans demander qui le faisait, qui jouait et qui ne jouait pas, vous avez répondu présent. Aujourd'hui, par ma voix, nous voulons te réitérer et vous dire merci encore une fois de plus. Nous sommes des anciens combattants. Aidez-nous à continuer et aidez-nous à continuer à bien vieillir. Un tableau, un fanion et un maillot personnalisé, Aka Awele, le président du SESEC, a été distingué membre d'honneur à l'issue de cette rencontre par les anciennes gloires. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de les recevoir en considération de ce que le football est essentiel pour créer la solidarité, pour créer l'amitié au moment où la Côte d'Ivoire est engagée dans la réconciliation, dans la cohésion. Je crois que leur visite répond à cette vision, à cette préoccupation des Ivoiriens. Avec eux, nous sommes mis d'accord pour que nous établissions des relations, je dirais, de partenariat. Nous allons pouvoir continuer à collaborer et tout cela, ce serait au bénéfice des populations. Parmi la centaine de conseillers au SESEC, on note la présence d'un footballeur. Il s'agit de l'ancien buteur, vedette des éléphants de Côte d'Ivoire, Ben Badi. La mutuelle des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, MAFSI, salue et s'honore de ce choix. Le corps préfectoral et les forces de sécurité voient leur capacité opérationnelle renforcée en vue d'assurer une meilleure sécurité aux frontières terrestres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise officielle de 32 véhicules et 300 motos à Boussanogo. Les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets pourront désormais accomplir leur mission sur le terrain. Ils viennent de bénéficier de 32 véhicules, dont du président de la République Alassane Ouattara, qui vise à renforcer leur capacité de mobilité. Un véritable soulagement pour ces autorités administratives qui ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Au nom de l'ensemble du corps préfectoral, exprimer mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, car sous son leadership, nous constatons une amélioration constante et notable des conditions de vie et de travail des autorités préfectorales. Ces véhicules, il faut le reconnaître, mettent fin à des nuits d'angoisse et des grands soucis de déplacement. J'ai pu dire avec fierté que ces véhicules vont contribuer véritablement à redorer le blason de l'autorité que nous sommes dans nos circonscriptions administratives respectives. La mobilité des membres du corps préfectoral constitue une difficulté majeure dans l'exercice de leurs fonctions. Mais d'autres moyens viendront renforcer leurs capacités, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi. Je sais bien que les besoins sont en nombre plus élevé, mais je voudrais vous rassurer qu'il s'agit d'une première vague. D'autres viendront en vue de satisfaire toutes les attentes. Le président de la République et le gouvernement attendent de vous que vous puissiez redoubler d'efforts pour maintenir et renforcer la cohésion sociale dans vos différentes circonscriptions. Dans le cadre du renforcement de la surveillance des frontières terrestres, 300 motos ont été remises aux forces de défense et de sécurité. Nous entendons, grâce à ces patrouilles régulières sur toute la longueur de la frontière, freiner les actions des personnes
qui entrent clandestinement sur le sol ivoirien. Les motos sont plus adaptées en raison de l'état des routes qui sont en réalité parfois des pistes cyclables. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement ferme du président de la République à vous accompagner pour l'exécution efficiente de vos missions respectives. Tous ces engins roulants pourront faciliter la mobilité des forces de sécurité afin d'accentuer la surveillance à la frontière. Stratégie de lutte contre les accidents de la circulation. La phase de la répression démarre le 7 septembre prochain. Pour y préparer les usagers de la route, en particulier les transporteurs, le préfet de police d'Abidjan est en tournée de sensibilisation. Tanguy. Fourrière improvisée dans le dos du district de police de Cocody. De nombreux véhicules, dont celui de la mine, sont tombés sous le coup de la loi. Pourquoi ça s'est retrouvé ici? Parce qu'il y a assurance là-dessus, tout de 1 an. Il y a carte grise pour ça, il n'y a pas carte grise sur l'origine d'abord. Ça est trouvé ici qu'il n'y a pas de plaque immatriculée. C'est le problème de plaque. C'est sur ce site que le préfet de police d'Abidjan a commencé sa tournée de sensibilisation des usagers de la route, notamment les acteurs du transport en commun. Ce sont des transporteurs, ils passent beaucoup de temps sur le terrain. Au carrefour de la Riviera 3, il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'étaient pas informés de cette campagne. Vous voyez, donc il est encore bon que nous ayons au contact pour que demain, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas informés. À la question d'un confrère de savoir si les raquettes sur la route ne risquent-ils pas de plomber les efforts du gouvernement de lutter contre l'incivisme sur la route, le préfet de police s'est voulu clair et précis. Nul ne sera épargné par cette campagne-là. Et celui qui se fera prendre, il paiera cash, comme le transporteur également qui se fera prendre. Donc c'est une campagne qui concerne non seulement les acteurs, mais aussi nous qui sommes chargés de faire respecter la loi. Même message de sensibilisation des usagers de la route au niveau des carrefours Saint-Jean et RTI, jusqu'au carrefour de la Vie, où les échanges ont pris des allures de meeting. Le préfet de police d'Abidjan a rappelé aux transporteurs que la phase de répression de l'incivisme sur la route commence le 7 septembre prochain. Nous sommes à 3 jours de la fin du 27e congrès de l'Union postale universelle UPU et c'est au pas de course que se tiennent les travaux en plénière. 256 résolutions sont à valider. Déjà, le nom du pays devant abriter les prochaines assises en 2025 est connu. Il s'agit des Émirats arabes unis. Cheikh Koné. C'est à la suite d'un vote de 63 sur 56 membres et 13 abstentions que les Émirats arabes unis ont été désignés pour abriter les prochaines assises mondiales de l'UPU en 2025. L'information est tombée ce mardi au cours des travaux en plénière du Congrès. Ces plénières ont su de particulier qu'elles représentent la partie décisive de ces assises. Pour bien comprendre le processus, il faut savoir que déjà, sur l'ensemble des thématiques ont été discutées entre les deux congrès par des commissions importantes qui regroupent les États membres. Ces commissions ont mis les résultats de leurs travaux à la disposition du conseil d'administration qui les a validés. Il revient au Congrès, qui est souverain, de les entériner. Le Congrès d'Abidjan a cela de particulier également, c'est qu'un certain nombre de problématiques qui ont été élaborées et qui ont été discutées depuis 40 ans n'avaient pas connu leur finalisation. Et l'ambition du Congrès d'Abidjan, c'est effectivement de tourner une page et de finaliser tout cela. Au total, 256 recommandations et décisions discutées dans les commissions ont été portées en plénière, l'instance suprême du Congrès. Au nombre d'entre elles, les questions des frais terminaux, les contributions des 192 pays au bon fonctionnement de l'organisation, le financement des activités qui vont accompagner la stratégie d'Abidjan sur les 4 prochaines années, mais surtout la menace du retrait des États-Unis des instances de l'UPU. Les États-Unis, c'est un très très grand pays, mais aussi l'un des plus gros contributeurs au niveau de l'UPU. Évidemment, il y a des questions, comme on l'a dit, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts qu'on soit d'un pays nanti, développé comme les États-Unis, ou un pays moins nanti. Heureusement, comme cette union sait le faire, il y a eu la marque de la solidarité, du consensus. Et les États membres sont arrivés à un consensus. Les États-Unis sont bel et bien membres de l'Union postale universelle. Demain, mercredi, s'ouvre l'élection des nouvelles instances dirigeantes
Au cours des travaux en plénière, l'option d'un format hybride, c'est-à-dire en virtuel et en présentiel, a été arrêtée. Ce format donne la possibilité aux délégués absents de voter en virtuel, mais dans les commissions. Concernant les votes à bulletins secrets, il s'agira uniquement de votes en présentiel. Au regard des enjeux, environ 900 votants sur les 2400 délégués ont effectué le déplacement d'Abidjan. Et en marge de ces assises de l'Union postale universelle, le timbre du hub philatélique africain a été dévoilé ce mardi. Plusieurs pays membres de ce hub ont reçu des prix à la faveur d'un concours philatélique lancé. Chaque connaît. C'est fait, le timbre du hub philatélique africain est dévoilé, un symbole qui matérialise l'ambition des 12 postes africaines, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Niger. L'innovation ici, c'est que nous n'allons pas rester dans l'activité classique du thème physique, parce que l'idée c'était d'évoluer, et donc la mise en place du hub philatélique africain s'entend de mettre en place donc un dispositif de vente de thèmes via une plateforme de e-commerce qui est une innovation. Donc désormais, les postes africaines, via le hub philatélique, vont vendre des thèmes électroniques à nos usagers ou à nos clients pour montrer que nous avons fait justement le mix du physique et du digital. Cette plateforme dotée d'une option de paiement en ligne des timbres est hébergée au Maroc, pays membre du hub, mais surtout partenaire technique dans ce projet intégré. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire salue cette innovation qui permet à la poste africaine de se réinventer. Aujourd'hui, il y a un pas supplémentaire qui va être franchi et qui sera franchi avec la digitalisation, le e-commerce, etc., qui donnera un nouveau souffle à tout ce monde. À la faveur de ces assises de l'UPU, 20 pays africains ont manifesté le désir de rejoindre le hub philatélique, au grand bonheur des autres pays membres. Au cours de cette cérémonie, les lauréats du concours philatélique ont été dévoilés. Il s'agit du prix d'or du meilleur timbre remporté par le Sénégal et le prix d'or des meilleures ventes de timbres remporté par le Maroc. Une visite des expositions des timbres postaux suivie d'une visite des stands effectuée par le ministre Adam Félix a clôturé la cérémonie. Direction le Togo pour une autre rencontre internationale, la 48e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Pendant 10 jours, 40 députés de l'espace ont porté la réflexion sur le rôle des parlementaires dans la transposition des directives communautaires dans les États membres de l'Union. Abou Sanogo. Les travaux de la 48e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA, organisée autour de la thématique du rôle des parlementaires dans la transposition des directives communautaires dans les États membres de l'Union, se sont achevés à Lomé, la capitale du Togo. Cet esprit grandeur de doter la Chambre consulaire d'un outil de travail à l'image de la vision que nous avons pour l'intégration et aussi pour sa rigueur dans la gestion des deniers publics. Nous demandons à la Commission de regarder comment relancer la reprise des travaux afin que ce chantier qui a connu un grand retard puisse voir la fin des travaux au grand bonheur de la communauté. Le statut juridique du CIP-UEMOA et la transition vers l'installation du Parlement étaient au cœur des 10 jours d'échange, de même que des questions d'ordre budgétaire, l'examen et l'adoption du programme d'activité pour l'année 2021. Les participants ont été invités à consolider les relations économiques entre les 8 États membres de l'UEMOA. Cet organe pourra réellement contribuer à la solidarité et au développement des actions de l'UEMOA. Nous allons faire de notre mieux pour représenter de façon digne notre pays, la Côte d'Ivoire, au sein de cet organe. Une volonté affichée et qui devrait aider le CIP-UEMOA, organe de contrôle et de proposition, à gagner des batailles, à l'effet d'aider la commission de l'UEMOA à être efficace au service des nations et des peuples. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie présente aux agents des structures sous tutelle les réformes majeures du Code du travail. Une rencontre de 2 jours leur a permis d'en cerner les subtilités. Yannick Efoumi et Franck Wadio.
Le ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, à travers sa direction des affaires juridiques et de la coopération internationale, présente à ses agents des ressources humaines les réformes majeures de la loi du 20 juillet 2015 portant code du travail. Nous avons deux types de travailleurs. Nous avons les fonctionnaires qui sont régis par le statut général de la fonction publique et nous avons des contractuels qui sont régis par le code du travail. Ils s'imprègnent des réalités de ce code-là pour éviter les conflits à venir. Ça nous permettra de rendre les relations du travail avec nos agents un peu plus conviviales. Un séminaire organisé à cet effet à l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication ISTC durant 2 jours. Il s'agit de permettre aux agents des structures sous tutelle du ministère de mieux s'approprier ces réformes. Nous sommes venus échanger pendant ce bref temps avec les agents du ministère pour leur faire comprendre les droits, les devoirs des employeurs et des travailleurs, des normes qui régissent alors les relations professionnelles. Éclairés sur plusieurs questions liées au nouveau code du travail, les participants ne cachent pas leur satisfaction. On est exclusivement lié à une entreprise. Notre prestation, on est payé pour accomplir des tâches. Il faut l'accomplir selon des critères véritablement objectifs. Ce sont au total une vingtaine de cadres juristes, gestionnaires de ressources humaines et délégués de personnel qui renforcent leurs capacités en droits et obligations de l'employé et de l'employeur. Et le coronavirus qui reste à la une de l'actualité sanitaire. Quels sont les chiffres en Côte d'Ivoire ce 24 août? Voyons tout de suite le point du jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre aujourd'hui 57 nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, 104 personnes déclarées guéries et 5 décès. Le 23 août, 12 013 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 1 287 881 doses administrées. Le coronavirus a eu raison de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il est décédé ce mardi en détention au Sénégal à l'âge de 79 ans. Hissène Habré était emprisonné depuis 2016 au Sénégal pour une condamnation à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Depuis plusieurs mois, sa famille et ses avocats réclamaient un autre régime que celui de la détention à cause de son âge, de son état de santé fragile et également des risques de contamination par la Covid-19 en prison. La justice sénégalaise avait consenti en avril 2020 à le laisser sortir, mais il avait ensuite dû retourner en prison, la justice ayant refusé une nouvelle demande de libération en avril 2021. Ici, en Côte d'Ivoire, le 8e chef du village de Katié-Plinou, dans le Nzi, a été installé. Le secrétaire d'État chargé du logement a invité les populations à appuyer leur chef dans sa politique de paix et de développement. Soro Corona. Le vivre ensemble et la cohésion sociale comme ciment de la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. 2 vœux chers au président de la République Alassane Ouattara, partagés par le secrétaire d'État chargé du logement social aux populations de la région d'Inzi. Latai Kofinguessan était le parrain de la cérémonie d'intronisation du 8e chef du village de Katié-Plinou, sous-préfecture de Nzékré-Zessou. Demandant à mes frères et sœurs de Katié-Plinou de s'unir pour accompagner les chefs et surtout éviter tout ce qui crée la désunion et qui empêche la cohésion. Les différents intervenants ont appelé les populations ivoiriennes à toujours cultiver la paix et la cohésion, toutes choses qui ont permis au pays de connaître un développement harmonieux dans tous les domaines. Encourager les populations à rester soudées autour du chef qu'ils ont eux-mêmes choisi afin de développer la paix à l'intérieur de Katié-Plinou et appeler ainsi la paix aussi autour de Katié-Plinou. Tous nous leur avons donné le conseil de s'unir autour du chef pour que Katié-Plinou puisse avoir un développement meilleur. Les filles et fils de Katié-Plinou s'engagent à travailler afin de faire de leur village un havre de paix. Tous ont décidé de se rassembler autour du nouveau chef. C'est les justices qui envoient le désordre. Si le chef prône la justice, nous on ne fera que le soutenir.
La taille Kofi Nguessan a mis en mission les têtes couronnées au cours de cette cérémonie d'intronisation, celle de prôner la paix et la cohésion sociale dans tous les villages de la région d'Inzi. Lutte contre la pauvreté, l'action sociale du gouvernement ivoirien continue de s'étendre dans les différentes localités du pays. À Odiéné, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a remis des kits alimentaires aux familles défavorisées, en plus de leur permettre de se faire dépister gratuitement contre les maladies métaboliques. Isaïo. Intensifier et mettre en pratique la politique sociale quinquennale du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Kabadougou. C'est la préoccupation de Nasseneba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Par ailleurs, maire de la commune d'Odiéné. Elle a mis à profit sa réunion du conseil municipal pour distribuer des kits alimentaires aux personnes vulnérables de la région. Le président Alassane Ouattara a mis ce mandat sous le sceau de la solidarité, de l'union, de la paix et de la cohésion à travers le PNOV, qui est un programme du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous agissons aujourd'hui envers les femmes les plus vulnérables, les enfants les plus vulnérables. Ces dons sont donnés dans ce cas et ce n'est pas simplement ici à Odiéné, c'est sur toute l'étendue du territoire national que ce programme est effectué. Autre temps fort de l'agenda de la ministre à Odiéné, c'est le dépistage gratuit du diabète, permettant ainsi aux populations de connaître leur taux de glycémie. L'opération est énorme parce qu'il faut dire que tout le monde est malade et vraiment les moyens font défaut pour faire les consultations et autres. Donc du coup, quand on entend qu'il y a une consultation gratuite, on préfère venir savoir ce qu'on a dans le corps. Pour le personnel de la santé, ce genre d'action doit être encouragé. Les maladies métaboliques, c'est les maladies qui viennent directement du sang, qui sont liées au sang. Et c'est ce que nous mangeons qui provoque ces maladies-là. On nous dit que ces maladies ne guérissent pas. Elles guérissent parce que c'est de savoir corriger ton régime alimentaire. C'est des maladies qui viennent par l'alimentation. C'est l'alimentation aussi qui peut guérir. Donc si tu acceptes de changer ton comportement alimentaire, tu vas recouvrer la santé. Au cours de cette opération, les populations ont bénéficié du conseil du corps médical afin d'avoir une alimentation équilibrée. Cette journée, la ministre Nasseneba Touré a pris fin au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné avec la finale du tournoi de football portant son nom. Et on reste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Madinani a bénéficié récemment d'un plan d'urbanisation. La commune a également été dotée d'une ambulance. Des actions de développement enclenchées par l'État de Côte d'Ivoire pour ce chef-lieu de sous-préfecture dans le but d'améliorer le cadre de vie de l'habitant dans le Kabadougou. Jean-Marc Djadji. Un plan stratégique d'urbanisation pour la ville de Madinani dans la région du Kabadougou. Ce programme, sous forme d'un document de référence, va permettre d'identifier les actions à déployer pour doter cette localité d'infrastructures modernes. Produit par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET, ce projet implique la participation des élus et cadres locaux. Dans cette logique de soulager les malades de Madinani, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle équipe l'hôpital général d'une deuxième ambulance. Un véhicule 4x4 adapté aux réalités structurelles de la sous-préfecture et qui renforce ainsi les capacités de mobilité de ce centre de santé. Une action de portée sociale saluée par tous. Un des éléments dans le sens, c'est de donner la possibilité de facilitation de transport ou de déplacement ou même de transfert de malades. D'où la nécessité pour nous d'avoir quand même une seconde ambulance, car il y a effectivement une, mais qui s'avère insuffisant par rapport à la demande. Les autorités nous ont bien compris, ils ont suivi nos requêtes et ils ont bien voulu donner une suite favorable. Nous sommes particulièrement heureux de cela. Le plan d'urbanisation et la remise des clés de la nouvelle ambulance de Madinani symbolisent un nouveau départ pour le bien-être des 40 000 habitants du département. En religion, les femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire revendiquent leur place dans le tissu social et économique. Elles prônent l'entrepreneuriat féminin qui ne saurait être un frein à la bonne pratique de leur religion. Franck Quadio. Elles sont venues des différentes communes d'Abidjan
Pour prendre part à cette cérémonie, nous sommes à la première édition des journées culturelles de la femme musulmane Tidjani. La femme musulmane n'est pas celle qui est voilée parce qu'elle est sous le joug de l'autorité de son mari qui ne veut pas qu'elle sorte, etc., etc. On peut être musulmane, voilée, entrepreneur. Et donc, pour joindre l'acte à la parole, nous avons invité des femmes à venir montrer ce qu'elles savent faire. Et en plus, nous avons invité des femmes qui ne sont pas musulmanes pour montrer l'ouverture de l'islam sur les autres. L'initiative de l'Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire est soutenue par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de ces journées. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'éthique. On n'entreprend pas pour gagner de l'argent, du profit à tout vent. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait des outils qui encadrent tels que ici la spiritualité. Pour Cheikh Moustapha Sonta, Khalif général des Tidjani en Côte d'Ivoire, ces journées culturelles sont une excellente aubaine de formation spirituelle pour les femmes musulmanes. Avec la foi, on refuse de l'argent parce que ça ne convient pas à notre religion, ça ne convient pas à notre foi. Avec cette dimension spirituelle, on arrive à devenir une femme entreprenante, une femme leader sans tricher. Pour Cheikh Moustapha Sonta, Khalif général des Tidjani en Côte d'Ivoire, ces journées culturelles sont une excellente aubaine de formation spirituelle pour les femmes musulmanes. Et c'est la fin de ce journal. À 20h50, retrouvez le débat sur RTI 1. Sur le plateau de Mariam Touré, juriste et expert, débattent des conséquences juridiques du mariage et également du divorce. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.